pense que ce qui est pas mal dans ce livre, je vous le dis. Non, mais je pense que ce qui est pas mal, c'est que la ville a absorbé toute la partie autobiographique, ce qui m'a laissé tout le champ pour le roman, pour la fiction. C'est-à-dire que mon autobiographie, elle est dans le PRL, la disparition. Et moi, j'ai pris ce personnage de femme qui est doubleuse, qui revient, parce qu'il y a un démarrage un peu roman noir, etc., un peu de crime. C'est parce que j'ai pris ce jeu, le jeu, c'est le roman, et la ville, c'est plutôt la part autobiographique. Et je pense que ça, en fait, ça a pas mal marché, parce que sinon, j'avais très peur de glisser dans et quand j'étais petite, j'allais... Voilà. C'est assez rare que vous glissiez, hein, quand même. Généralement, c'est de la haute maîtrise, quand même. Bon, cela dit, on n'écrit jamais le livre qu'on voulait écrire, hein. Il y a quand même de la dérive, hein. Même si la phrase, elle peut être maîtrisée, mais le projet, il y a de l'instabilité. On part un peu la fleur au fusil, ça va, tac, tac. En fait, ça... Alors justement, c'est intéressant, on va revenir au Havre, parce qu'il y a à la fois une partie historique extraordinaire et à la fois une partie contemporaine, et le regard que portent les étrangers qui arrivent au Havre et ceux qui y vivent, qui est très intéressant. D'ailleurs, Maëlys a accepté de lire un texte, une partie de son texte, mais c'est très intéressant de savoir comment vous travaillez la partie documentaire, et comment vous travaillez ensuite la mise en roman. Est-ce que tout ça est en temporalité c'est synchrone. Non, c'est synchrone en fait. C'est-à-dire que je fais pas en fait, c'est vraiment, c'est le roman qui construit son propre matériau documentaire. C'est pas, tiens, comment sont passés les bombardements et hop, je vais faire ma scène. C'est plutôt que me disant, bon, il y a eu ces bombardements, c'était quoi, comment ça s'est passé, etc. Et ça me conduit vers des documents et j'écris. C'est plus organique que ça, c'est-à-dire, je pense que sinon, sinon on a l'impression qu'on dilue une matière documentaire dans une fiction. Je trouve que c'est moins magique sur le plan littéraire que le fait d'être dans quelque chose de beaucoup plus organique où on écrit tout en cherchant. Parce qu'en fait, c'est quand même deux gestes qui sont assez proches, de chercher et d'écrire. Enfin, tout se fait dans la phrase, et ça, je trouve ça assez intéressant. J'avais fait, pas cette méthode-là, par exemple, quand j'écrivais Naissance d'un pont, je m'étais dit, ouais, il faut quand même que je sache comment on construit un pont. Bon, j'étais très loin de tout ça. Et donc, vraiment, je me suis dit, mais non, il faut savoir. Donc, j'ai quand même, et là, je suis partie avec une documentation très livresque d'abord, donc travaux publics, puis des films, etc. Et en fait, j'arrivais pas à écrire ce livre parce que je me sentais toujours un petit peu obligée de... Il faut pas que j'oublie ça, etc. Et en fait, le roman, il n'est pas là. Le roman, il est dans sa liberté. Et c'est vrai, donc j'ai arrêté ce livre. Et quand je l'ai repris, je l'ai fait différemment en essayant de faire confiance au roman qui fonctionne. C'est comme à un moment donné un poisson pilote, quoi, les têtes chercheuses, c'est lui qui va chercher le document. Mais c'est toujours arrimé quand même à un geste fictionnel, romanesque. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai la même question pour réparer les vivants. Ouais, alors réparer les vivants, c'est fait exactement comme ça. Vraiment au sens où je me suis dit, bon, ça commence comment c'est quoi la mort? C'est quoi vraiment, hein, vraiment. Alors je me disais déjà, bon, la mort c'est un pur absolu, on ne va pas définir ça, on est mort, on n'est pas mort. Bah si, justement, la mort c'est défini. Et si justement cette définition de la mort elle change en 59, il y a cette montée au cerveau de ce qui se passait avant dans le thorax. Donc j'apprends à ce moment-là, parce que moi je partais quand même de loin, que c'est pas le battement du cœur qui atteste de la vie d'un homme ou d'une femme, ou d'un être humain, mais c'est les fonctions cérébrales. Et en fait, on part de là, et si vous voulez, c'est un livre que j'ai commencé à écrire en faisant des rapports entre les choses, en fait, parce que quand je dis le roman invente son propre matériau documentaire, c'est qu'on fait des rapports entre les choses, et
C'est vraiment, et ça, c'est vraiment le travail d'imagination. C'est-à-dire que l'imagination, c'est vraiment le fait d'aller chercher des analogies, des images, des comparaisons, lever des rapports qui sont souvent obscurs et secrets, et c'est un souvenir, un truc qu'on m'a dit il y a longtemps, une image, une scène de film, un livre documentaire sur un sujet. Et en fait, c'est un peu comme ça que ça s'écrit. Et réparer le vivant, j'avais l'ambition quand même que la transplantation, de la comprendre et de la déposer, ce qui m'a obligée d'avancer. Je sais pas, il y a des questions de droit qui sont importantes, il y a aussi une affaire légale assez complexe. Et aussi, bon, alors comment ça se passait avant? Il y avait déjà des sépultures multiples au XVIe, des choses. Bon, et ça, vous voyez, tout ça, ça rentre dans la grande machine du livre. La seule chose, c'est que j'étais quand même aidée par l'idée, comme pour le pont, que le livre, il devait quand même, le pont doit atteindre l'autre côté du fleuve, et j'allais pas rester avec un pont. Même si c'est un pont suspendu, de fait, bon, il fallait qu'il passe de l'autre côté. Et par ailleurs, pareil, le corps de ce jeune surfeur, là, je pense ce matin, il faut qu'il aille, le cœur de ce jeune homme doit rallier le corps de cette traductrice. Et pour le coup, c'est comme une espèce de... J'ai cette espèce de trajectoire, de mouvement, d'arche un peu en moi avant de... Je sais où je dois aller, alors après, entre les deux, oui. Mais c'est vrai que alors que ce livre-là, plus difficile. C'est-à-dire, de fait, il n'y a pas vraiment de... j'avais envie de raconter plutôt voilà, cette ville, et puis aussi ce qui s'était passé dans cette ville, sa destruction, sa disparition, mettre en scène une doubleuse, etc. Mais il y avait peut-être moins l'idée de trajectoire. D'ailleurs, la fin, on est un peu... On vous en veut à la fin. Bah ouais, je voulais vous dire. Est-ce que c'est le moment de lire ce passage sur le Havre? Alors, je ne sais pas où vous voulez commencer. Moi, je m'arrête jusque là. Oui, je sais pas. D'accord. Alors, c'est toujours tout droit jusqu'au rivage. La ligne du tramway s'étire de la gare à la plage suivant l'axe historique que le crayon de l'architecte a exhumé des ruines de la guerre. Une perspective créée pour faire croire au rêve d'un horizon marin visible dès la descente du train, provoquer cet appel d'air et de lumière à peine le pied posé sur le quai, quand l'apparition de la mer est ici un événement qui relève de la scénographie, maestria du teasing. Elle est la diva que l'on attend, que l'on pressent, que les mouettes annoncent, follettes, gueulardes, mais qui ne se montre qu'une fois doublée les 2 tours de 13 étages de la porte Océane, une fois franchie cette passe symbolique entre la ville et le rivage. Voir la mer, c'était toujours là ce que nous réclamait dès le marchepied du wagon ceux qui venaient nous rendre visite quand nous habitions ici, impérieux, impatients de débarquer sur le boulevard maritime où ils inhalaient comme des malades, lèvres closes et narines béantes, rage thoracique bombée en signe de dilatation extatique. Ils en faisaient des tonnes, jouaient les romantiques à mèche folle, pris dans la grande expérience de l'âme et du corps que notre ville moche pouvait toutefois leur offrir, et par quoi nous les avions certainement attirés ici, arguant des charmes du rivage et de la magie des bateaux. Voir la mer, l'initiation alpha pour ceux qui ne l'avaient encore jamais vue, se l'imaginaient bleue, quand la nôtre était autre chose, rude, complexe, à la fois pétrolière et impressionniste, prosaïque et rêveuse, parcourue de lignes, de routes, et d'une couleur que pas un seul nom de couleur ne pouvait résorber, d'une couleur qui aurait amplement mérité qu'un nom fût créé pour elle, incluant sa texture, son reflet, son mouvement. Voir la mer, oui, puis nos visiteurs passaient le reste de leur séjour à se pâmer, certains que nous ne savions pas apprécier notre ville à sa juste mesure, quand pas un seul d'entre eux, of course, n'aurait songé à s'attarder ici. Le béton leur était inamical, le port opaque et trop industriel, les rues du centre-ville désertes à 18h, et déjà les premiers soirs, ils se mouchaient, géniards, certains d'avoir chopé la crête. On n'est pas étonné que ça devienne des films, hein, parce que déjà, en vous lisant, on est complètement... on voit en couleur, en fait.
Et alors, ce roman commence par une intrigue policière, ça c'est assez original, et puis après vous y mêlez des souvenirs du passé, des fantômes du passé, du présent, du passé, et c'est sans doute le titre. Il est génial ce titre d'ailleurs. Vous l'avez eu à la fin? À la fin, ouais. À la fin. Just in Time, oui, ça ne devait pas s'appeler comme ça. J'avais pensé à un autre titre. Non, mais ce qui est bien dans cette histoire de ressac, c'est qu'en fait, le ressac, je l'avais pas vu au moment où j'avais fini le livre. Mais bon, donc le ressac, c'est le mouvement, bon, vous savez, parce que, très violent de la mer qui vient taper sur un rocher, une falaise, et puis qui se retire. Donc il y a cette idée de choc et cette idée de violence. Et cette idée de retour aussi, parce qu'il n'y a jamais un ressac. Il y en a toujours au moins 2 ou 3, et puis ça décline en force, mais il n'y a jamais un... Le ressac, c'est toujours 2 mouvements, quoi. Et en fait, c'est un livre, je pense, qui porte bien son nom, parce que c'est la matrice poétique du livre, c'est vraiment le ressac, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une femme qui est convoquée, qui est obligée de revenir dans la ville où elle a grandi. On a trouvé un cadavre sur la plage, elle est liée quand même à ce cadavre parce que son numéro de téléphone a été retrouvé dans la poche de ce corps, du poche de jean avec au dos d'un ticket de cinéma. Et en fait, elle est là et elle devrait, après avoir être passée au commissariat, elle a largement le temps de rentrer chez elle à Paris, parce que le Havre-Paris c'est 2 heures, elle pourrait quasiment être à Paris pour le déjeuner. Et puis en fait elle s'attarde, alors elle s'attarde parce qu'elle a vécu là et que évidemment des images reviennent. Et évidemment, alors la ville a changé, elle aussi elle a changé, donc déjà ça c'est intéressant. C'est quoi reconnaître une ville? Les villes deviennent assez vite méconnaissables. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît quand même dans des villes méconnaissables et tout ça, ça m'intéressait pas mal. Et puis, ce corps qui est sur la plage, elle a beau il y a beau avoir son numéro de téléphone dedans, on lui montre des photos, elle ne reconnaît pas. Donc, elle est quand même assez troublée. Elle ne voit pas du tout qui est Steve. Elle ne comprend pas pourquoi il a son numéro de téléphone dans sa poche. Et puis, elle repart un peu dans cette ville et elle décide de faire un peu une espèce de parcours dans des lieux qui concernent quand même ce fait divers, c'est-à-dire le cinéma, puis après elle va dans un bar, elle va sur la Digue Nord aussi, qui est un endroit important au Havre, qui est le grand mur qui sépare finalement la zone de loisirs de la zone de travail, enfin qui sépare la ville et le port. Et en fait, voilà, et ce ressac, pour moi, c'est le moment où elle se souvient. Et ces souvenirs, ils reviennent, ils s'accomplissent en 2 fois. Par exemple, elle se souvient à un moment qu'elle a été, alors les jeunes disent ghostée, on pourrait dire juste abandonnée, c'est-à-dire fantomisée par son premier amour qui a disparu sans plus jamais lui faire signe alors que c'était l'idylle. Donc ils se disent au revoir un terminado. Donc ça c'est quelque chose qui la traumatise et qui fait en elle une espèce de petite ruine. Or cette question des ruines, elle est très liée à cette question de la ville et de la plage. Enfin, c'est aussi les liens que l'on peut faire dans ces rapports dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça fait une petite ruine quand même en elle, ce garçon qu'elle aimait et puis qui n'est jamais réapparu. Et ce souvenir, il revient à la fin du livre en ressac sur un mode beaucoup plus heureux. Il y a des Ukrainiennes qui sont là parce que c'est la guerre, elles cherchent à partir en Angleterre. Elles déposent leur histoire en 2 temps. Les souvenirs, à un moment, elle se souvient qu'elle a enregistré, elle est doubleuse, la femme, elle est doubleuse pour le cinéma, et donc la question de la voix, c'est important, et à un moment, elle se souvient de cette phrase, on voyait la mer depuis la gare. Et en fait, c'est vrai on la trouve, cette phrase, dans les témoignages des gens qui, au matin du 6 septembre 1944, quand la ville, elle n'a pas été esquintée, elle a été aplatie. Hein, c'était comme
carpet bombing, mais c'était quand même le carpet. C'était vraiment, il y avait vraiment un aplatissement de tout. Et donc, en fait, voilà, les adversaires de la gare à la mer, il y a peut-être, je sais pas, 2-3 kilomètres. Bon, et on les voit. Et elle se souvient de cette phrase qui lui rappelle qu'elle a enregistré, voilà, quand elle était lycéenne, un témoignage. Donc en fait, et ce témoignage, il va se déposer en fait en 2-3 fois. Donc en fait, il y a du ressac partout, et la question des fantômes, fantômes de cet homme qu'on trouve sur le rivage, fantôme de la ville aussi surtout, fantôme de ce premier amour, fantôme de... Il y a une ville fantôme au Havre, parce qu'il y a une ville qui a disparu en fait. Et on a beau dire la reconstruction, etc. Le Havre, ça n'a jamais été reconstruit. C'est qu'à la place de cette grande absence qui avait été laissée par la guerre, on a construit une autre ville qui avait rien à... Et on l'a appelée Le Havre. C'est une autre opération en fait. Et donc il y a une ville, et quand on grandit là, quand on est adolescent dans cette ville, on sait très bien qu'il y en a une qui a disparu. Donc ça produit des... Voilà, c'est aussi des choses qui, à mon avis, m'ont tourné vers la fiction en fait. Et donc cette idée de ressac, cette idée de retour, les souvenirs reviennent, c'est violent. Alors c'est parfois la guerre, le témoignage de cette femme, le moment où elle comprend que ce premier amour de 16 ans l'abandonne, et puis ça revient aussi autrement. En fait, c'est un livre où tout revient tout le temps, et d'ailleurs les guerres reviennent, puisque moi, travaillant sur la destruction du Havre, j'ai réalisé qu'il y avait quand même... J'ai écrit ce livre entre le 24 février 22, et puis je l'ai fini quelques temps avant cet octobre 2023. Enfin, donc en fait, je l'ai écrit un peu dans le ressac des guerres. Et alors, cette truc du cycle, ça c'est des vagues, du cycle du ressac, c'est aussi une forme de pensée, d'imaginaire qui est intéressante et qui marche avec la littérature. Je pense surtout que le roman est là pour ça. Il n'y a que dans le roman qu'on peut mettre à jour ces espèces d'effets de retour. Et d'ailleurs, une question, dans votre travail d'écriture, vous faites partie des auteurs qui ont des plans très détaillés, ou vous vous laissez embarquer par votre récit, ou un mix des deux? La réponse, un mix des deux. Non, mais j'ai pas de plan au sens où je suis pas du tout une écrivaine, j'allais dire à scénario, au sens où il y a quelque chose qui se produit dans le temps de l'écriture qui est pour moi plus important. Après, il y a un livre où j'ai beaucoup dérivé, vraiment je suis partie totalement dans le décor, et en fait j'ai trouvé ça bien aussi. Donc, mais moi ce que j'ai en revanche, c'est des scènes. J'ai pas mais j'ai des scènes, et par exemple quand j'arrive, je me dis bon, cette semaine il faudrait que j'arrive à faire cette scène là, et là quand même je peux avoir des schémas, j'ai des notes, et souvent je sais pas, 10-20 pages de notes, ça devient la scène. Vous voyez, j'ai quand même des trucs, mais ça reste quand même, ça peut bouger, ouais. Ouais. Alors si on en revient au ressac, le thème du premier amour est quand même très puissant dans cette œuvre. Qu'est-ce qui signifie dans ce parcours d'écriture et dans la vie des êtres en général? Je pense que quand on aime pour la première fois, il y a une espèce d'émotion initiale en fait qui dure toujours. Non, mais après, non, ça m'émeut de le dire comme ça, ça a l'air un peu minuche, mais c'est vrai que je pense que c'est quand même l'émotion très puissante de l'amour à 15 ans. Moi ça me met par terre, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est très... Parce qu'il y a quelque chose aussi c'est la promesse de tout, et puis bon, il y a l'essence du désir, on voit bien qu'on a un corps, avant ça on ne sait pas trop, les enfants ils ont la conscience du corps, c'est pas la même. À l'adolescence on prend conscience qu'on a un corps, on se transforme complètement,
Et je pense que c'est une ville aussi où moi j'ai aimé pour la première fois aussi, en ce sens-là, c'est aussi une ville où la question sentimentale, elle s'est nouée là. Bon après, c'est comme une petite archive, quoi. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était que cette histoire-là, elle couplait la question du fantôme, puisque donc c'est un amour extrêmement lumineux, et puis ce garçon disparaît. Elle sait qu'il est toujours en vie, hein, mais il sort de sa vie, quoi. Et ça, cette idée de ce que je disais tout à l'heure, cette idée de la petite ruine que finalement 40 ans plus tard, 30 ans, 35 ans plus tard, elle éprouve, vous voyez, qu'elle repasse quand même par ce trauma. Et en fait, c'est aussi, ce qui est intéressant au Havre, c'est que tout est en miroir. C'est une ville qui a été extrêmement traumatisée par la guerre, parce qu'elle a été détruite, et puis il y a eu des morts aussi, et il y a eu des morts qui n'ont pas été identifiées. Enfin, il y a eu aussi des fantômes, et on n'a pas pu identifier tout le monde. Et les ruines de la guerre, elles se sont aussi disséminées un peu sur la plage, parce que en fait, il y a eu tellement de débris, tellement de gravats, qu'on n'a pas tout décaissé. Enfin, on a pu décaisser une partie, mais en certains endroits de la ville a pris de la hauteur, parce que donc on a tassé pour reconstruire au-dessus. Il y a toute une partie des ruines qui ont été repoussées sur le rivage, où ces débris se sont minéralisés avec ce qui venait finalement plutôt des falaises de la Hève, donc les silex, etc. Ce qui fait qu'à manger, on fume une clope, on roule une pelle à son copain sur le Havre, on est quand même sur la plage, on est quand même assis un peu sur les ruines de la ville. Et d'ailleurs, l'an dernier, j'étais pas mal au Havre à cause du livre, et il y a des associations qui se sont créées, qui essayent de repérer dans les galets, parce que si tout ça est très minéral, c'est un peu spécial visuellement, hein, c'est pas du tout les belles plages de sable, la dune de sable d'or, on oublie là, c'est vraiment... généralement, c'est le silo à boulets, hein, c'est un truc... Et en fait, il y a parfois des restes de céramique, ou il y a parfois des galets qui sont... on voit bien que c'est de la brique, qui ressemblerait peut-être à un peu à ce gâteau, vous voyez. Et voilà, et ça, c'est un truc que... Il y a ces histoires de couches, il y a ces histoires ça fait des strates différentes. Et pour moi, ça c'était quand même un peu la question quand même du livre aussi, d'arriver à attraper ça. Et il y a aussi la question de l'identité qui est très importante, qui est omniprésente dans ce roman. Les souvenirs, la mémoire, comment on se construit, etc. Et j'ai trouvé génial un passage que je vais vous demander de lire, qui est le regard des parents sur l'enfant qui change. Et j'ai trouvé que c'était assez universel comme description. Au fil des mois, mes retours au Havre s'espacent et s'amenuisent, et ce laps de temps accru entre deux apparitions déclenche chez ma mère l'appréhension d'une métamorphose lente, à bas bruit, de celle qui ne manquerait pas de la placer un jour face à l'étrangère qui avait été son enfant. Elle m'observe, elle écoute, elle enregistre, elle cible des détails, mais ne saurait décrire exactement ce qui me change, car à 20 ans, je ne grandis plus, mon aspect physique est stabilisé pour quelques années encore dans ce temps de vie qu'on appelle la jeunesse, l'odeur de mon linge est le même, mes plats préférés aussi, rôti de porc, compote de pommes par exemple, et si je suis frileuse, expansive, désordonnée, si je suis péremptoire, secrète, ou si j'ai grand besoin de contact physique avec elle, de poser mon front dans son cou, tout ça ne bouge pas. Elle se dit que c'est une affaire de style, que je change de style. Ce mot aiguisé, quoique indéfinissable, résorbant ce qu'elle éprouve sans doute de plus douloureux, car plus encore que m'affranchir de ses goûts et de ses rythmes, chercher à parler politique, coudre un revers au bas du jean ou émailler mon langage d'un argot qu'elle estime surjoué,
Ce sont mes mouvements dans l'espace qui se modifient, la lumière de ma peau, une expression nouvelle apparue dans mon regard. C'est tout ce que je faisais et que je ne fais plus, ce que je n'ai jamais fait et que je me mets à faire, un changement d'autant plus irréversible qu'il est à peine visible, une sorte de formation continue qui signale un détachement, une prise de distance et plus encore, et c'est ce qui fait mal, une contestation sourde de notre vie au Havre. On sent qu'il y a de l'observation. Ah là là. Donc l'identité, parce qu'en fait elle m'a mis un why total dans les... Ah, mais la question de l'identité, elle est présente parce que déjà il s'agit d'identifier un cadavre. Hein. Le livre, il y a quand même un cadavre qu'on trouve sur une plage, elle vient et on lui dit bon, c'est qui quoi. Donc elle sait pas qui c'est, et donc pendant toute cette journée de ressac, ce jour qu'elle passe voir, il s'agit quand même de mettre un nom sur un visage. Il s'agit d'identifier quelqu'un. Alors si mettre un nom sur un visage, c'est identifier quelqu'un. Autre question. Hein. C'est pas forcément ça en fait. Mais elle est dans ce moment-là. Donc il y a l'identité. Cette question d'identité, elle vient croiser des questions d'identification qu'on retrouve, parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, la question de l'identification. Notamment tout ce qui ressort des techniques forensiques, enfin vous voyez, l'identification, la médecine légale et tout, ça m'intéresse. Il y a une scène d'autopsie à la fin. Voilà, est-ce que ça c'est identifié? Est-ce que l'identité elle est là? Ça c'est aussi une question que je trouve intéressante, mais de fait, elle se trouve, elle, face à, dans une ville qui a changé. Et il y a, on vient de dire le passage, il y a tout ce qui change tout le temps. Et c'est quoi les points de contact dans ce qui change tout le temps? Et quand même, l'identité, c'est rarement un socle. Vous voyez, il y a bien un bloc qui pourrait être des données génétiques. La voix, ça m'intéresse, elle est doubleuse, parce que la voix, c'est devenu une donnée biométrique. Comme l'ADN, comme voilà, les listes de lettres. C'est-à-dire qu'il y a de la sécurisation vocale pour des paiements en ligne, par exemple. La voix, c'est vraiment... et elle, c'est une fille qui... C'est pas qu'elle change de voix, mais elle met sa voix dans des corps différents. C'est ça son boulot, c'est d'aller inoculer finalement sa voix dans des visages, et puis que ça corresponde, en fait, qu'elle soit assez synchrone pour les faire bouger. Ça aussi, c'était pour moi assez intéressant de... Et puis c'est la voix de la doubleuse. Bon, le thème du double, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai écrit un livre sur des répliques de facsimilés. Voilà, ça m'intéresse beaucoup, la question du double. Et pour le coup, elle double. Elle est doubleuse, et puis on est dans cette histoire de ressac qui double, on double toutes les doubles. Mais les choses sont toujours quand même à la fois doublées, mais changées. Et la question de l'identité, elle est assez... elle est effectivement, vous avez raison, elle est présente dans le livre, mais elle, sous un mode en fait aussi d'opacité. Et je pense que le roman, il est aussi, c'est aussi un instrument à la fois, je trouve, assez merveilleux, et pour non pas identifier, mais laisser vivre l'opacité, c'est-à-dire en fait mesurer l'opacité, ça c'est pas mal. Et elle passe toute sa journée à penser, notamment, il y a une espèce de ligne de base d'espionnage dans le livre, parce que le film du cinéma, le ticket de cinéma, c'est une comédie d'espionnage. Elle se pointe au cinéma parce qu'elle sait de voir d'où émane ce ticket. En fait, elle se retrouve, il y a un festival d'espionnage cette semaine-là. Puis en fait, les espions, c'est aussi des gens qui changent d'identité, qui peuvent changer de visage. Et il y a ce jeu qu'on faisait quand on était enfant, qui s'appelle le masque de chair, où voilà, bon, David Vincent, enfin, tous ces trucs-là. Moi, j'ai toujours adoré toutes ces histoires-là. Et l'idée que nos univers puissent être noyautés par des ennemis qui ont pris l'apparence d'être aimés. Voilà, c'est pas mal. Et donc l'identité, elle arrive un peu par tous ces biais-là. Et dans une ville,
qui a complètement changé l'identité, mais elle a gardé son site, comme on garderait son corps, mais c'est une ville de relégation, hein, Le Havre dans les années, jusqu'à la fin des années 80, c'était une ville donc, où les gens tout de suite ils se disaient bon bah, on va repartir, etc. Les gens ne restaient pas, c'était une ville de béton, en plus avec une physionomie très austère. Et aujourd'hui, c'est une identité presque ça s'appelle le Havre de grâce. Et alors vraiment, voilà, c'est retour en grâce. On va voir, les gens adorent y aller. Enfin, il y a un engouement pour la ville. Et ça aussi, c'est intéressant parce que même dans l'identité de la ville, c'est plus du tout la même. Et vous avez parlé du métier de doubleuse, mais doubleuse, j'y vois aussi un rapport entre l'oralité et la littérature. Oui, bien sûr. Et donc ça, c'est vous, c'est votre écriture. Oui, ça c'est vrai. Et en fait, j'aimais bien ce personnage aussi parce qu'il il était comme le double de la narratrice, en fait, et possiblement le mien. Or, moi, j'ai eu quand même... C'est pas facile pour moi d'apparaître dans mes livres. J'ai longtemps aimé des livres où je n'apparaissais pas comme moi-même. Bon, Naissance d'un pont et Paris les vivants, je suis quand même très à l'arrière. Alors, on ne peut pas ne pas être dans ces livres, mais on peut y être de manière invisible. Et moi, je pense que dans ce livre-là, j'y suis plus visible sous le personnage de cette narratrice. Mais c'est un peu la première fois. Avant, j'étais quand même présente, mais invisible dans mes textes. Enfin, surtout, je pense, Corniche Kennedy, Le Pont, et Paris les vivants, etc. Je commence à apparaître plus dans Un monde à portée de main, cette histoire de préhistoire et tout ça. Où là, dans l'idée de la femme qui est peintre et qui fait de la copie, etc., il y a aussi quelque chose qui, pour moi, regarde vers l'écriture, regarde vers la fiction, le fait de représenter la réalité, etc. Et à sa manière, cette doubleuse, elle s'inscrit dans des fictions tout le temps, puisqu'elle va essayer de travailler pour des séries, pour des films, etc. Donc elle oriente quand même toujours sa voix dans des fictions auxquelles elle se lie, d'une certaine manière. Et alors vous, sur la sonorité de votre œuvre et de votre façon d'écrire, comment vous fonctionnez? Vous écrivez en lisant, vous lisez mes propres textes, vos propres textes qui ont une sonorité assez incroyable, un rythme... par exemple, la première phrase que j'ai... Voilà, c'était une seule phrase. Donc il faut quand même que ça ne s'écroule pas comme le pont de Gênes. Et que, en fait, pour le coup, c'est vrai que je l'ai relis à la fin d'une... Bon, c'est pas du tout Flaubert dans le Gueuloir, etc. C'est plutôt que j'essaye de voir un peu comment ça sonne, mais surtout si ça tient, surtout quand la phrase est un peu longue. Et puis sinon, c'est assez important d'écrire à l'oreille. Il y a cette question, parce qu'aussi la voix, ça s'inscrit en soi. On parle beaucoup du registre visuel et ça, mais les voix, on les oublie pas. Et je pense que voilà, bien sûr, moi je lis. Après, je pense aussi que rétrospectivement, quand je lisais vraiment, je vais partir, ok, je relis ce que j'ai écrit. Il y a l'idée de un truc peut-être moins intéressant d'ailleurs, mais c'est que ça existe. C'est qu'au moment où je le lis, j'active le truc, j'active le texte. Il est là, il existe. Tant que je ne l'ai pas lu à voix haute, il n'est pas activé, vous voyez, il n'est pas... il n'existe pas encore, je le dirais comme ça. Et d'ailleurs, en parlant de lecture, vous avez dans Paris un lieu de travail, qui est votre petit, comment on pourrait dire, votre petit lieu secret, qui est envahi de bouquins. Ouais. J'ai vu ça en photo. Ouais. Et c'est quoi votre rythme de lecture? Vous lisez énormément, par période? Qu'est-ce que vous lisez? Je lis un peu au hasard, je lis un peu aussi ce qu'on me conseille. J'ai des bons amis qui me conseillent. Voilà. Non, mais là j'ai pas... C'est un peu hasardeux, j'ai pas quelque chose de très méthodique à raconter là-dessus. En revanche, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne peux pas écrire sans lire. C'est-à-dire,
la lecture et l'écriture, c'est totalement, c'est presque la même chose, au sens où, c'est un peu abusif, mais pour moi, c'est pareil, c'est comme ce que je disais au début sur les vies et les lieux qui les abritent, il y a une solidarité de la lecture et de l'écriture qui fait que moi, j'ai quand même très conscience que j'écris depuis les livres que j'ai lus, pour entrer en écho avec des livres que j'ai lus, parce que j'ai tellement aimé un livre que j'ai envie d'atteindre cette émotion-là. J'écris contre les livres que j'ai lus. Enfin, j'ai conscience que mes livres reposent sur d'autres livres ou sont écrits en tension avec d'autres livres. Et pour moi, les premiers matériaux de mon travail, c'est les livres, c'est la lecture. C'est pas autre chose que ça, en fait. Et quand vous écrivez, dans cette densité, dans cette concentration, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir d'autres idées de romans qui viennent percuter ce que vous faites? Oui, mais oui, il y a des tuilages. Bon, il faut pas complètement se laisser... Non, vous voulez dire, est-ce que j'ai arrêté, j'ai parti sur un autre cheval Ou pas? Non, ça je le fais pas. Non, mais en revanche, il y a une continuité. Alors je pense aussi que c'est très lié au fait que j'écris depuis 25 ans, j'écris tous les jours, et cette pratique fait que quand un livre s'arrête, il y a un tuilage en fait, fait que quasiment il n'y a pas vraiment de temps mort. Alors c'est pas j'écris tout le temps, mais le tuilage, il est aussi un projet qui commence à naître. Je me dis mais tiens, ça c'est pas mal. J'ai souvent des choses que j'ai l'impression qui sont un peu comme un effet de chute, la chute du livre précédent que je vais pouvoir reprendre et puis en fait bien la regarder dans un livre d'après parce que ça m'a semblé trop compliqué de tout mettre. Mais c'est vrai que j'ai rarement, j'ai souvent une idée de roman dans la tête, mais je pense que c'est moins parce que j'ai tout le temps des idées dans la tête, c'est plus parce que c'est comme une pratique et qui me lie à l'écriture depuis longtemps et qui me lie aussi au fait de réfléchir aussi, de penser. Je me dis souvent, tiens, c'est marrant ce truc-là, c'est incroyable, je sais pas, ça m'apparaît comme quelque chose que je pourrais écrire, vous voyez, donc... Et en fait, il y a des tuilages à la fin. J'aime bien d'ailleurs à la fin avoir un moment où je me dis, le livre, je sens qu'il s'arrête, donc c'est toujours un moment où moi je suis quand même un peu triste. Et ça me relance aussi. Donc je pense qu'il y a aussi un mécanisme un peu comme ça de protection. Et le prochain, il est fini alors? Non. On peut rien savoir. Non, je préfère pas. Non, mais c'est fragile et puis... Bon, merci beaucoup. J'ai laissé un tout petit peu de temps, 10 minutes, si vous avez des questions, si vous avez envie d'interroger Maëlys sur son œuvre, sur sa ville de cœur. Oui. Bonjour. Alors attendez, on m'a dit qu'il fallait appuyer longtemps. Voilà, ça doit être bon. Madame ça marche pas. Ça doit marcher là. Allô? Oui. Oui, ça marche. Pour nous lander, à quitter le Havre, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre pour nous lander. Mais, je connais beaucoup de gens qui habitent le Havre, qui ont habité le Havre et qui sont revenus ravis du Havre. Ça, c'est tout. Deuxièmement, Maëlys de Randall, vous avez un joli nom. Et vous avez surtout un prénom landais. Et oui, vous avez un prénom landais. C'est le nom d'un Nous avons une bien heureuse après le Saint-Zoué qui s'appelle Maëlys. Moi, j'ai vu dans nos familles, dans les langues, il y a beaucoup de Maëlys. Deuxièmement. Une autre émotion, c'est réparer les vivants. Alors, réparer les vivants, vous l'avez écrit il y a 12 ans. Donc 10 ans avant que vous commenciez à écrire, c'est ce que je veux dire. Et alors c'est un livre évidemment très touchant. Chaque page, on a envie de connaître l'autre page. On est très pris. C'est un très beau livre. Il n'y a pas 20 pages de trop. Il n'y a pas 20 pages de trop, madame. Oui. Il n'y a pas 20 pages de trop. Vous connaissez. Parce que hier soir, je ne vois presque pas fort. Et voilà. Alors, quand vous avez fini d'écrire ce livre,
est-ce que vous saviez que ça serait un grand succès? Mais pas du tout. Voilà. Non, mais vraiment, non, mais, c'est une transplantation cardiaque, c'est pas ultra sexy sur le papier. Hein. Vous voyez, c'est la mort, et puis, bon, c'est aussi la... Bon, après, la mort, c'est un thème littéraire, hein. Mais, non, et en plus, moi, j'avais aussi bon, j'ai cet intérêt aussi pour la technique, qui est quelque chose de pas totalement littéraire. Vous voyez, c'est un peu à rebours de la littérature. C'est-à-dire, moi, je m'intéresse beaucoup aussi au faire, et vraiment à la part technique de nos vies, en fait. Et je ne pensais pas du tout que ça allait intéresser. En plus, quand on écrit, on n'est pas tellement arrimé à la réception. Vous voyez, on est un peu dans le brouillard. Après, quand le livre est sorti, au bout de quelques semaines, je voyais qu'il y avait quelque chose qui se produisait de très important. Ouais. Mais pas... ni même en l'écrivant, et bien sûr quand je l'ai fini, pas du tout. Pas du tout. Longuement, oui, ça va s'allumer. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc effectivement, il faut enlever le mute, donc en appuyant à nouveau. Donc j'apprécie beaucoup votre style qu'on reconnaît souvent vraiment aux premières phrases. Vous avez un petit peu répondu, mais c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est que vous êtes dans des univers à chaque fois très différents, très techniques, effectivement, naissance d'un pont, réparer les vivants, un monde à portée de main. Donc, comment vous choisissez, en fait, c'est très lié au monde du travail, ces domaines où effectivement il faut que vous vous documentiez, qui sont à chaque fois décrits très précisément, avec un vocabulaire oui, alors, très précis. En fait, c'est plutôt des livres auxquels je suis liée personnellement. C'est quand même à chaque fois des livres qui sont personnels, même s'ils ne prennent pas l'apparence. Vous voyez, l'essence d'un pont, la construction d'un pont aux États-Unis, mais bon, c'est très personnel au sens où moi j'essaye de dire quelque chose à ce moment-là que je trouve important sur. Alors là, c'était comment raccorder des entités totalement opposées. J'étais partie un peu avec une idée plus politique, et puis c'était quand même, là en 2010, c'était aussi ce temps de la globalisation, ça allait très vite. Et par ailleurs, voilà, ces personnages d'ingénieurs qui vont travailler partout, vous voyez, qui ont des chantiers partout, ça m'intéressait beaucoup, ces vies-là, ces vies fragmentées, ces vies où il faut se réhabituer à je pars quand même de choses qui sont de la vie. Et après, bon, Réparer les vivants, c'est un livre qui est vraiment arrivé parce que moi, je vivais un deuil et je ne savais pas du tout. Donc j'ai arrêté le livre que j'étais en train d'écrire, et c'est vrai que c'est un peu la métabolisation de ma tristesse qui a pris cette forme-là, en fait. Voilà, et c'est aussi cette idée du chant de Bellemort. Enfin, ouais, j'étais beaucoup. Je me disais, bon, il faut que je chante un truc. Voilà. J'étais pas du tout sur. Donc en fait, c'est des livres qui sont très raccordés à une émotion personnelle, une question. En fait, les livres, ils formulent des questions, ils sont pas tellement là pour donner des réponses. Et c'est vrai que pour le coup, là, cette espèce de confrontation avec la mort d'un proche. Bon, ça vous conduit quand même à interroger, voilà, qu'est-ce que c'est être mortel, comment. Et cet acte de la transplantation, c'est aujourd'hui encore quelque chose qui m'impressionne beaucoup et qui m'intéresse beaucoup, y compris sur le plan littéraire. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu inépuisable. Alors après, la question de la... C'est vrai que moi je nourris beaucoup, parce que j'aime bien aussi que la littérature soit liée à la connaissance. Alors, je dirais pas le savoir, je dirais plutôt la connaissance, au sens où il y a quelque chose de merveilleux.
Et je pense que moi, je parlais tout à l'heure de l'importance des livres dans mon travail, c'est aussi parce que je pense que quand j'ai commencé à lire, mais tout bêtement, j'ai lu pour connaître, en fait. On rabat beaucoup la littérature sur, je sais pas, s'évader du réel, l'émotion, et tout ça. Mais il y a aussi, dans le roman, une espèce de puissance de connaissance qui est absolument dingue. Et par exemple, moi, je pense que, je le dirais, bon, la question de l'amour, par exemple, on peut la lire avant de l'éprouver, parce que dans les romans, on en a des représentations. Alors, tout ça fait que dans cette idée de la connaissance, pour moi, c'est important que mes livres ils arrivent à partager aussi. Alors, c'est pas trop didactique, vous voyez, le savoir qui intimide et tout. C'est vraiment le merveilleux. Et donc, il y a surtout le rapport au vocabulaire, au lexique, enfin, qui rentre dans ce jeu-là, en fait, qui rentre là-dedans. Et ça me conduit à aller me déplacer, me documenter, enquêter. C'est aussi la façon dont... c'est quoi une vie d'auteur, quoi. Moi, au début, je me disais, mais je pourrais jamais faire ce boulot, parce qu'on est quand même... Et en fait, voilà, c'est aussi un moyen que j'ai trouvé de quand même le faire, et puis de me transporter sur des sites, parce qu'il y a un truc que, dans l'histoire d'investigation, je vais beaucoup sur les lieux quand même, c'est important pour moi, et donc ça me fait bouger. Merci beaucoup, Maëlys.